Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, le ministre des Finances Mohamed Jelleb participe à la réunion du G24 pour les questions monétaires et le développement. Criminalité, 3 barons de la drogue arrêtés, 7 quintaux de résine de cannabis saisis. ONU, le HCR craint la mort de 700 migrants après le naufrage de leur bateau en Méditerranée. Nigeria, une maladie mystérieuse a provoqué la mort de 18 personnes en 24 heures. La naissance d'un nouvel État européen, la République libre du Liberland. Nous débutons ce journal avec la médiation internationale au dialogue malien, laquelle, conduite par l'Algérie, a invité samedi toutes les parties à signer l'accord de paix et de réconciliation au Mali, à l'occasion d'une cérémonie prévue le 15 mai prochain à Bamako, dans un communiqué de la médiation rendu public à Alger par le ministère des Affaires étrangères. La médiation, qui a été élargie aux États-Unis d'Amérique et à la France, a affirmé que cette étape, la signature de l'accord, ouvrira la voie à la mise en œuvre et à l'opérationnalisation des engagements pris. La médiation a tenu, selon la même source, une série de réunions et de consultations sous la présidence de son chef de file, l'Algérie, pour faire le point sur le processus de paix en cours au Mali. Depuis l'ouverture au paraphe le 1er mars 2015 à Alger de l'accord pour la paix et la réconciliation, du processus d'Alger et arrêter les actions à engager au titre des prochaines étapes. À la faveur de ces réunions, la médiation a passé en revue les résultats des efforts entrepris pour s'assurer de la pleine adhésion de toutes les parties prenantes à l'accord et à ses objectifs dans la perspective de son ouverture à la signature, a précisé le communiqué. Dans le secteur du travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a été élu vice-président du groupe gouvernemental de suivi des travaux de la 42e session de la conférence arabe du travail qui se sont ouverts samedi au Koweït. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a été élu vice-président du groupe gouvernemental de suivi des travaux de la 42e session de la conférence arabe du travail qui se sont ouverts samedi au Koweït. M. El Ghazi représente l'Algérie à cette rencontre qui se tient jusqu'au 25 avril courant avec la participation des représentants des partis à la production, gouvernement, patronat, travailleurs de 21 pays arabes, ainsi que du président de l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder. Dans ce cadre, M. El Ghazi présentera l'expérience algérienne en ce qui concerne l'instauration du dialogue social pour la mise en œuvre de la politique socio-économique du pays. Une expérience reconnue et classée par l'OIT parmi les expériences réussies au niveau international, avait ajouté la source du ministère. Côté économie, le ministre des Finances Mohamed Jelleb a pris part samedi à Washington à la réunion du groupe des 24 du 16 au 19 avril pour les questions monétaires et de développement. Lors de cette rencontre, les ministres des Finances des pays du G24 ont relevé que l'activité économique mondiale restait modérée et inégale. Le G24, créé en 1971 et qui a pour objectif de coordonner la position des pays en développement sur les questions monétaires et de développement, a relevé l'insuffisance des progrès dans la mise en œuvre des réformes des quotes-parts et de la gouvernance du FMI. M. Jelleb a souhaité connaître si cette institution, en fonction de ses statuts, pouvait développer des activités dans les pays non membres, notamment dans les partenariats publics-privés, le développement du secteur financier et bancaire et du secteur privé, précise le communiqué. M. Jelleb a rencontré les représentants du Conseil d'affaires pour la compréhension internationale et présenté le cadre de la coopération économique et financière entre l'Algérie et les États-Unis. Côté télécommunications, Algérie Télécom a essuyé début 2015 à Mostaganem une perte de l'ordre de 9 millions de dinars causée par les travaux du tramway, a déclaré la direction de wilaya de cette entreprise. Les travaux d'aménagement du tracé du tramway de Mostaganem ont été à l'origine de la destruction de fibres optiques et de câbles de téléphone souterrains à travers nombre de quartiers de la ville. En dépit d'une série de réunions avec des responsables de l'entreprise chargée de la concrétisation du projet du tramway, 11 coupures ont été relevées dans les 4 premiers mois de l'année 2015, privant 8 250 abonnés du téléphone fixe et de l'Internet. Un accord a été signé entre la société chargée du projet du tramway et Algérie Télécom qui se chargera des travaux de réparation contre une indemnisation des pertes occasionnées par la société chargée de la réalisation du tramway. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, 3 barons de la drogue ont été arrêtés, 7 quintaux de résine de cannabis et 5000 comprimés d'ecstasy ont été saisis lors de plusieurs opérations menées par les brigades de lutte contre les stupéfiants, a annoncé dimanche le chef de la sûreté de wilaya d'Alger. 3 véhicules et des sommes d'argent en dirhams marocains
ainsi que des documents falsifiés et des téléphones portables ont été récupérés. Les barons de la drogue seront présentés dimanche devant la justice, a ajouté M. Barajdi. M. Barajdi a souligné que les produits saisis provenaient d'un pays voisin et que les faits sont imputés à une bande criminelle transfrontalière. Des quantités séparées de 1,3 quintal et 81 kg de résine de cannabis ont été saisies dans des véhicules, alors que 5 quintaux ont été retrouvés à Oran et qui sont destinés aussi bien à la consommation qu'à l'exportation. La réussite de l'opération a été possible grâce à une extension de compétences de la brigade de recherche et d'intervention, a-t-on appris auprès des enquêteurs. Sur le plan international, le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés a indiqué dimanche craindre la mort de près de 700 migrants après le naufrage dans la nuit de samedi à dimanche de leur bateau en Méditerranée. Selon le récit des 28 survivants récupérés par un navire marchand, le chalutier avec à son bord plus de 700 personnes a chaviré à environ 110 km des côtes libyennes, a affirmé à des médias italiens la porte-parole du HCR en Italie, Carlotta Sami. Si les chiffres donnés par les survivants étaient confirmés, il s'agirait de la pire hécatombe jamais vue en Méditerranée, a ajouté le porte-parole. Chargé de migrants au large des côtes libyennes, le chalutier a lancé dans la nuit de samedi à dimanche un SOS reçu par les gardes-côtes italiens qui ont aussitôt demandé à un cargo portugais de se dérouter. Arrivé sur les lieux environ 220 km au sud de Lampedusa, l'équipage a vu le chalutier chavirer selon le HCR. Un porte-parole de la marine maltaise a assuré qu'une importante opération de secours a été mise en place avec le concours des marines italiennes et maltaises. Si ce bilan devait être confirmé, il s'ajoutera aux quelques 450 morts et disparus lors des 2 précédents naufrages en moins d'une semaine. Un pas de plus dans l'horreur. L'organisation Daesh a publié dimanche une vidéo montrant l'exécution d'une trentaine d'hommes présentés comme des chrétiens éthiopiens par des terroristes en Libye. Cette vidéo, publiée sur des sites terroristes, montre un groupe d'au moins 16 hommes égorgés sur une plage et un autre groupe de 12 autres tués par balle dans une zone désertique. Ils sont présentés comme des membres de l'église éthiopienne ennemie. En Australie, de nouvelles arrestations de terroristes ont été effectuées, cette fois quelques jours d'une cérémonie militaire lors de laquelle le suspect prévoyait de commettre des attentats. 5 hommes ont été arrêtés, dont 2 de 18 ans, et des perquisitions ont été effectuées à Melbourne. Ce responsable de la police fédérale a expliqué que 2 des hommes arrêtés prévoyaient sans doute une attaque terroriste lors de l'anniversaire des 100 ans de la journée des forces armées australiennes et néo-zélandaises, qui commémore une bataille de 1915. Des officiers de police auraient dû être visés, a-t-il expliqué. L'Australie n'est pas épargnée par le phénomène de départ par les ressortissants vers l'Irak et la Syrie. Plus de 30 d'entre eux sont déjà rentrés en Australie, qui a relevé son niveau d'alerte. En France, face aux inquiétudes multiples exprimées vis-à-vis de ce texte qui concerne les libertés fondamentales, François Hollande s'est voulu rassurant. « Cessons de croire qu'il y a un système général d'écoute », a-t-il déclaré, évoquant la lutte contre le terrorisme et la défense des intérêts du pays. Le gouvernement n'avait pas prévu de solliciter le Conseil constitutionnel sur ce texte, qui fait l'objet d'une opposition croissante, à gauche comme à droite. L'ancien Premier ministre UMP, François Fillon, a réuni 60 parlementaires pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. La loi sur le renseignement constitue une belle illustration de l'agressivité qui naît dans une société où la fuite comme le progrès ne sont plus possibles. Face aux multiples menaces intérieures comme extérieures qui entourent l'ordre de la société française, la réponse des pouvoirs publics est celle d'une mise sous contrôle généralisé des libertés, des consciences et des vies privées. Première conséquence de la loi sur le renseignement, les hébergeurs quittent le pays. Pour tous les hébergeurs Internet, le problème ce sont les boîtes noires qui sont installées au cœur des réseaux et qui espionnent le flux de données. Elles collecteront des informations, filtreront le contenu en fonction d'algorithmes des services secrets, le tout sans l'intervention d'un juge. Il s'agit d'une forme d'espionnage généralisé sans contre-pouvoir, assez dangereux pour la démocratie, dans le même style que celui pratiqué par la NSA au nom de la lutte contre le terrorisme. À Cuba, les citoyens votent dimanche lors d'élections municipales, considérées par le gouvernement communiste comme un acte de véritable démocratie et auquel, pour la première fois, 2 opposants se présentent comme candidats. Plus de 8 millions de Cubains âgés de plus de 16 ans, sur une population totale de 11,1 millions, sont appelés à élire à main levée, lors d'assemblées de quartier, 12 589 conseillers municipaux sur quelques 30 000 candidats. La Commission électorale nationale a appelé à défendre par cet acte de véritable démocratie le droit des Cubains à édifier une société plus juste, sans ingérence ni tutelle d'aucune sorte. C'est le moment pour nous tous de réaffirmer plus que jamais cet engagement avec la Révolution, a déclaré à la télévision la vice-présidente du Conseil d'État, Mercedes López Acea, en soulignant que le scrutin coïncide avec le 54e anniversaire de la victoire du peuple lors de l'invasion de la baie des Cochons en 1961. En Allemagne, un Marocain de 36 ans dont la demande d'asile avait été refusée a été sérieusement brûlé après avoir tenté de s'immoler par le feu
en pleine rue dans le nord du pays, a annoncé dimanche la police. Le drame s'est déroulé samedi dans la ville de Lingen dans le Land, état régional de Basse-Saxe, a indiqué la police dans un communiqué. Sa demande d'asile avait été refusée par les autorités allemandes et l'homme devait être expulsé lundi. Samedi soir, il a appelé la police pour prévenir qu'il allait mettre fin à ses jours. Puis, en pleine rue, il s'est aspergé d'essence avant de mettre le feu à ses vêtements à l'aide d'un briquet selon la police. Des passants ont alors essayé d'éteindre les flammes avant que la police n'en vienne à bout à l'aide d'un extincteur. Sévèrement brûlé, l'homme a été transporté à l'hôpital de Lingen avant d'être transféré par hélicoptère dans une unité pour grands brûlés à Gelsenkirchen dans l'ouest. Une mystérieuse maladie a fait 18 morts en 24 heures au Nigeria, a annoncé samedi sur les colonnes du Guardian le commissaire à la santé de l'État d'Ondo, qui a confirmé que le premier test indiquait qu'il ne s'agissait pas du virus Ebola. Ce mal se caractérise par des maux de tête, une perte de poids, des troubles de la vision et des pertes de conscience. Les personnes infectées sont emportées en un jour. La ville d'Ode-Irele est le foyer de la maladie où habitaient toutes les victimes. La cause privilégiée par les experts demeure les herbicides qui ont provoqué cette mystérieuse maladie, tuant subitement 18 personnes, a indiqué l'OMS. Des épidémiologistes de l'OMS avaient été envoyés sur place pour faire des prélèvements pour déterminer l'origine de la maladie. Les tests ont été réalisés par un laboratoire au Nigeria qui dispose de très bons laboratoires. La maladie provoque des maux de tête, des pertes de conscience et de poids ou encore des troubles de la vue avant de tuer. Le porte-parole de l'État d'Ondo, où elle a été identifiée, l'avait qualifiée samedi de mystérieuse. La crainte d'une nouvelle épidémie aussi grave que celle d'Ebola plane. La fièvre hémorragique d'origine virale a fait plus de 10 600 morts essentiellement dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, Libéria, Sierra Leone et Guinée, depuis début 2014, mais a globalement épargné le Nigeria. Vous voyagerez peut-être bientôt au Liberland. Oui, ce pays existe bien et a pour capitale Liberpolis. Ce nouveau pays européen a vu le jour le 13 avril sur la rive occidentale du Danube, entre la Serbie et la Croatie. Avec pour slogan « Vis et laisse vivre les autres », ce nouvel État de 6 km² invite à l'immigration sous certaines conditions. Un membre du parti tchèque des citoyens libres, Vít Jedlička, s'est proclamé président d'un nouvel État de 6 km², baptisé la République libre du Liberland, qu'il a fondé le 13 avril dernier entre la Croatie et la Serbie, sur la rive occidentale du Danube. Liberpolis est sa capitale, vis et laisse vivre les autres est son slogan. Jusqu'à présent, les autorités serbes et croates n'ont pas encore commenté cette déclaration. Selon Vít Jedlička, ceux qui souhaitent devenir citoyens du nouvel État ne doivent pas être communistes, nazis, extrémistes ou avoir des antécédents judiciaires. Ils doivent respecter les autres citoyens et leur point de vue, sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse, et respecter la propriété privée. Jedlička a affirmé avoir reçu des dizaines de demandes de citoyenneté par courrier électronique et est en train de rédiger la constitution du nouveau pays. Les citoyens de Liberland ne paient ni impôts et ne sont assujettis à aucune taxe, est-il indiqué. À l'heure où 4 pays occidentaux veulent se réunir pour mettre fin à l'immigration clandestine en Europe, ce nouvel État d'Europe montre l'exemple en proposant d'accueillir de nouvelles personnes. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et à bientôt sur Numidia News.